Bonjour, interview sans concession ce jeudi avec Jean-Luc Touly. Jean-Luc Touly, c'est un ancien salarié de l'entreprise Veolia, c'est une entreprise groupe, je ne sais pas trop comment on dit. Il était syndicaliste dans cette entreprise et aujourd'hui, bien Jean-Luc Touly prend son bâton de pèlerin, il sillonne la France entière pour dénoncer une chose, c'est le passage de la gestion de l'eau au privé. Bonjour Jean-Luc Touly. Vous êtes de passage en Touraine parce qu'il y a un dossier qui vous intéresse dans le nord-ouest du département où là, on est en train de se poser la question, savoir est-ce que l'on passe du public au privé. La population s'élève contre ça, du moins une partie de la population. Elle a fait appel à vous. Quel est le risque finalement de passer au privé ? D'abord, ce que je voulais vous rappeler, c'est que ça fait 17 ans que je m'occupe de ce genre de réunions, d'informations, de formation des élus, plus des associations. Donc je l'ai fait pendant que j'étais chez Veolia, je continue à le faire. Et vous avez créé une association qui s'appelle le FRIC ? Voilà, un peu par ironie, qui veut dire le Fonds républicain d'intervention contre la corruption, puisque malheureusement dans les marchés publics de l'eau, de l'assainissement, des déchets, des transports, du chauffage, enfin tout ce qu'on appelle les services collectifs municipaux, qui ont été délégués particulièrement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, quel que soit le parti politique, puisque évidemment chacun a reçu quelques subsides, des financements plus ou moins opaques. Donc, si vous voulez, la demande du président de l'association, Emmanuel Bouchenard, donc président de l'association qui rayonne sur l'ensemble de Touraine, Nord-Ouest, Val-de-Loire, c'est de dire comment se fait-il que des décisions vont être prises sans aucune information, sans aucune concertation avec la population. En matière de passage pour la gestion de l'eau, du public, éventuellement au privé. Exactement. Or, les élus, depuis un certain nombre d'années, parce qu'il y a eu des grosses affaires de corruption, des grosses affaires médiatiques, notamment la ville de Grenoble, parce que ça a commencé par là, des élus ont été mis en cause, etc. Maintenant, les élus demandent des audits. Sauf que les principaux cabinets d'audit, il y en a 4 ou 5, sont tous des filiales directes ou indirectes de ces grands groupes. Et donc, à chaque fois, nous avons des rapports d'audit non communicables avant la décision à la population, qui conduit toujours à ce que la régie publique soit moins intéressante que le privé. À partir d'éléments du café du commerce, avec des appréciations, même pas de notes, pas de chiffres, simplement des appréciations sur la gouvernance, sur le prix, sur un certain nombre de facteurs, mais sans aucun élément concret qui pourrait nous permettre de dire oui, c'est peut-être vrai sur tel domaine ou pas. Alors, j'ai quand même un peu de mal à penser qu'il n'y a aucune structure privée en France qui fait pas correctement son travail. Il y en a qui fonctionnent bien quand même. Mais parce que si vous voulez, lorsque un marché public est lancé pour choisir le cabinet d'audit, si vous voulez, une fois que les offres sont faites, les élus, la commission d'appel d'offres, regardent les offres, le mieux disant, mais en même temps a toujours un objectif, évidemment, qui n'est pas avancé ni annoncé publiquement, qui est souvent le fait de faire perdurer le contrat précédent, donc à l'entreprise qui avait le marché. C'est pour ça qu'en France, on a des marchés qui datent des années du 19e siècle, ou par exemple en Île-de-France, 1923. C'est toujours la même société. C'est un partage historique, géographique, où les entreprises ne se font pas véritablement concurrence. Et pourtant, il y a une législation en France comme en Europe, on est obligé régulièrement de revoir les marchés, de faire des appels d'offres de façon très transparente. Oui. Et là, vous dites qu'il y a de l'opacité complète. C'est même des chiffres venant des multinationales eux-mêmes qui disent entre 90 et 95% des marchés qui sont à reconduction sont redonnés aux mêmes. Et on voit que historiquement, je vous dis géographiquement, tel endroit, c'est telle société. Parlons d'ici. Ici, Veolia, historiquement, est très implantée, même si la ville de Tours est une exception, c'est une régie très ancienne. Vous avez la ville de Saint-Pierre-les-Corps, qui d'ailleurs, suite à ma venue, a demandé un véritable cabinet d'audit indépendant, Marc Lémé Consultant, qui va venir d'ailleurs le 23 avril dans une prochaine réunion qu'organise Emmanuel Bouchenard, a conduit à ce que Madame la sénatrice maire de l'époque, donc Madame Beaufils, a décidé de revenir en régie. Alors ça, c'est pour Saint-Pierre-des-Corps. C'est pour Saint-Pierre-des-Corps. Sur le nord-ouest Touraine, là, alors sur le nord-ouest, la particularité, c'est que c'est des petites villes rurales. Donc, en général, ça n'intéresse pas grand monde. Personne vient contester quoi que ce soit. Et s'il n'y a pas une association avec des gens actifs qui se disent, nous, on voudrait comprendre ce qui va se passer, c'est-à-dire le mode de gestion. On peut être pour un mode de gestion public, c'est-à-dire que l'eau est un bien commun, c'est pas une marchandise, et que donc il n'y a pas de raison que ça profite à des multinationales avides de profit, et c'est bien normal, c'est leur objectif.
Mais ce n'est pas forcément l'objectif de dire l'eau potable qui est distribuée aux habitants doit être privatisée. Mais en dehors de ça, quand on regarde, et c'est pour ça qu'on m'a invité, quand on regarde les rapports annuels sur la qualité et le prix de l'eau potable et de l'assainissement, obligatoires depuis 23 ans, on regarde ça, d'abord dans ceux que j'ai examinés sur la région Touraine Nord-Ouest, Val-de-Loire, très peu d'éléments. Pas d'éléments chiffrés en matière de comptabilité de finances, c'est-à-dire les recettes, les dépenses, combien Veolia ou la SOR, qui est aussi assez présente dans la région, nettement moins Suez à travers la Nantaise des Eaux, quasiment pas de chiffres. Donc, on ne sait pas combien de salariés est imputé sur tel ou tel contrat. Les élus ne demandent pas combien concrètement d'agents de ces sociétés sont affectés pour vérifier que le montant qui est imputé sur le document fait par l'entreprise privée et donné chaque année à la collectivité. Est-ce que ce chiffre correspond à une réalité? Alors pourquoi ça vous agace cette opacité? Est-ce que c'est parce que ça coûterait, je parle au conditionnel, plus cher à la collectivité, ça coûte plus cher aux usagers? Il est où finalement le problème? Alors oui, c'est ça sur le fond. Mais moi, ma motivation première, comme j'étais salarié de la Générale des Eaux devenue Vivendi puis Veolia en 2003, j'avais été voir des élus notamment de gauche, qui sont réputés pour être pour le service public, en région parisienne par exemple, des villes communistes, des villes de gauche, qui systématiquement renouvelaient leur contrat à Veolia pour la partie autour de Paris, et un peu plus loin, c'était Suez. Ouais, tu es en train de dire que les élus sont pas très regardants, ou alors... Alors, il y a un peu de corruption, mais c'est pas ça le fond du problème. C'est qu'il y a une méconnaissance. Une fois qu'on a délégué, on perd la compétence. Donc on n'examine pas, parce qu'on ne va pas embaucher des fonctionnaires dans la ville pour contrôler le travail qu'on a délégué à une entreprise privée extérieure. Bon. Mais je dis, un élu doit se former, il a le droit à la formation. C'est pour ça qu'on va aussi essayer de lancer des formations aux élus, aux associations, pour qu'ils comprennent, pour qu'ils se réapproprient les choses. Pas pour critiquer idéologiquement tel ou tel système. Mais quand on voit sur cette région particulièrement le prix, qui est nettement plus cher que la moyenne du bassin de Loire-Bretagne, dont vous faites partie. Quand on passe au privé, ça devient plus cher. Là, pour ceux qui sont déjà au privé aujourd'hui, on est à quasiment 5 euros le mètre cube, alors que la moyenne nationale est à 4 euros. Tout mode de gestion confondu. Que le nombre de fuites d'eau est quand même assez importante. Pas assez d'entretien? Il n'y a pas assez d'entretien. Mais parce que ces entreprises, c'est pas qu'elles sont mauvaises, mais à partir du moment où elles ne sont pas contrôlées, il y a une incitation à dire, comme les élus ne contrôlent pas, qu'il n'y a personne, il n'y a pas de fonctionnaires, on laisse aller. Mais moi, ce qui me choque surtout, c'est le taux de renouvellement des réseaux. Le taux de renouvellement des réseaux, en particulier sur cette base-là, dans les 5 dernières années, était à 0,1%. Quand vous regardez ça, 0,1%, vous ne savez pas à quoi ça correspond. Ça veut dire qu'on ne change pas les tuyaux, même on s'ils sont change percés. Les tuyaux sur un rythme de renouvellement des réseaux de 1000 ans. C'est-à-dire que chaque année, ce sont des centimètres qu'on change. Donc, si vous faites ça, alors que normalement, c'est au minimum tous les 100 ans. L'idéal, c'est entre 50 et 80 ans, parce que c'est la durée de vie théorique d'une canalisation. Les routes sont sans cesse éventrées pour changer des tuyaux. Oui, mais les tuyaux sont souterrains. Donc les fuites, les cassures, les choses comme ça, on remplace des morceaux de canalisation. C'est un peu le problème des rustines, vous voyez, ou un pansement sur une jambe de bois. Oui. En bref, le boulot serait pas forcément correctement mené aussi régulièrement qu'il devrait l'être. Mais dans le cadre, en plus dans le cadre de la région, là, on s'aperçoit que le renouvellement, et en particulier dans les contrats, n'est pas à la charge directement de l'entreprise. C'est elle qui fait les travaux, mais sur des investissements des collectivités. Donc des collectivités. Grosso modo, ce sont les contribuables qui paient. Alors, exactement. Alors que ça devrait être l'usager qui paye la facture. Or, certainement, dans certains cas, de l'argent des impôts locaux des habitants doivent, probablement, j'en suis pas certain, parce qu'il faut faire une étude approfondie, mais il y a un problème. Ou si on ne l'a pas fait, c'est qu'on ne veut pas prendre de l'argent sur les factures d'eau, ni sur les impôts. Ce qui veut dire qu'on reporte les investissements et le coût que ça va entraîner sur les futures générations. Parce que quand vous changez un rythme de changement de canalisation tous les 1000 ans, c'est clair qu'à un moment, ça ne va pas le faire. C'est pour ça que Cache Investigation, dernièrement, dans l'émission de France 2 qui est passée il y a quelques jours, c'était sur Nîmes, avec la SOR. Et bien là-bas, on avait en moyenne entre 35 et 45% de fuite, digne d'un pays africain. Or, le président qui avait été interrogé de Nîmes Métropole par Élise Lucet, on lui apprenait, dis donc. On lui apprenait
ce niveau de service. Donc on lui disait, mais alors comment se fait-il que vous faites toujours confiance ou parce que vous ne contrôlez pas? Qu'est-ce qui se passe? Bon, mais j'imagine que quand Veolia vous voit débouler dans les zones concernées qui pourraient tomber dans leur escarcelle, ils ne doivent pas être vraiment ravis. Bah, c'est pour ça que j'ai été licencié d'ailleurs pendant 5 ans, mais que le Conseil d'État, du fait que qu'un salarié soit déclaré par Veolia déloyal, moi je considérais que j'étais loyal. Parce qu'un contrat bien exécuté et à la fois contrôlé par un élu, on pourrait dire que ça pourrait marcher. Ben, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui vous a hérissé quand vous avez été salarié chez Veolia? C'est que vous avez vu de vos yeux les pratiques et là ça vous a... Alors j'avais commencé à vous le dire, c'est d'abord parce que j'ai rencontré des élus et ces élus ne m'écoutaient pas. Des élus qui auraient dû avoir des idées et des actes un peu comme je leur préconisais. Et moi je l'ai vu parce que quand je travaillais chez Veolia, parce que ça faisait depuis 92, de 1992 à 2017, au moment où je suis parti en retraite, j'avais quasiment aucun travail. C'est-à-dire qu'on préférait ne pas me donner de travail pour me décourager et surtout que je ne vois pas. Donc qu'est-ce que je voyais dans ces fameux rapports qui ont été inventés en 1995? Mais auparavant, il y avait aussi des comptes rendus techniques et financiers. Et je constatais qu'on surfacturait la masse salariale imputée. C'est-à-dire, par exemple, j'étais le secrétaire du comité d'entreprise de Veolia en Île-de-France. Je savais, parce qu'on a un pourcentage de la masse salariale consacré aux activités sociales. Donc j'avais la masse salariale. Or, je comptabilisais toutes les masses salariales imputées par mon entreprise sur le même périmètre de tous les contrats qu'ils avaient. Il y avait une différence de 271% de surfacturation. Donc j'avais interpellé mon président, qui était le responsable de l'entreprise, qui me dit c'est intolérable, il ne faut pas le dire. Mais aucune chambre, aucune expertise n'a pointé? Si, les chambres régionales des comptes, la Cour des comptes ont déjà fait ce genre d'analyse. Moi, je l'ai fait, si vous voulez, ça remonte à plusieurs années. Et pas de suite, lettre morte. Ben d'abord parce que les chambres régionales des comptes n'ont pas des pouvoirs coercitifs véritablement, mais ces rapports existent. Il y a des rapports qui montrent, je me souviens, un rapport qui date d'une vingtaine d'années sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bon, eh ben, on voyait qu'il y avait des voyages offerts aux élus au moment du renouvellement des contrats, particulièrement aux Antilles, dans des paradis, pas fiscaux forcément, mais des paradis tout court. On va parler de choses extrêmement concrètes en ce qui concerne là le nord-ouest du département de l'Indre-et-Loire. On n'est pas forcé de faire le choix d'aller dans le privé. Là, il est toujours temps pour les opposants de dire non, on reste en gestion publique. Qui va décider comment ça va se passer? Qui a le mot, dernier mot là-dedans? Le mot, en général, c'est celui qui a la compétence. Donc, c'est des communautés de communes, ça peut être des syndicats dans certains endroits. Donc, des élus. Ce sont des élus. Ouais. Et dans les élus, moi, je n'attaque pas tous les élus. Je ne dis pas ils sont tous pourris, tous corrompus. Non, c'est souvent par mes connaissances. Mais il y en a toujours un tout petit nombre. C'est souvent le président ou le vice-président chargé à l'eau et à l'assainissement. Moi, je regarde toujours ça, mais quel que soit l'endroit. Et là, vous avez, dans le cas qui nous intéresse, une femme qui est vice-présidente à l'eau et à l'assainissement de l'ancienne communauté de communes, de la nouvelle, et qui a toujours choisi bizarrement Veolia. Bon. Je vous laisse évidemment responsable de vos propos. Non, mais je fais simplement... Il faut avoir des preuves pour ça. Ah non, mais je fais le constat. Moi, je ne l'accuse de rien. Simplement, je constate qu'elle est vice-présidente à l'eau depuis... Donc ça l'intéresse, un sujet qui l'intéresse, et qu'elle prend toujours la même décision à partir de rapports d'audit que je qualifie de bidon. Bon. Mais je vois aussi que sa fille est une sénatrice. Elle a été sénatrice à la mort au suicide de Jean Germain. Elle-même... Il s'agit de Stéphanie Riocreux. Stéphanie Riocreux, qui a été sénatrice pendant 2 ans. Elle s'intéressait beaucoup à l'eau et à l'assainissement. Elle était même vice-présidente du SATES, qui est le service aux collectivités pour les stations d'épuration. Même choix que sa mère. Bon, ça peut arriver. Et puis il y a le mari, qui est aujourd'hui président de l'amicale des bateliers. Pas de problème. Mais il paraît, d'après les éléments que nous avons, et on les a fait corroborer, que c'est un ancien salarié comme moi, d'une entreprise équivalente à la mienne. C'est peut-être un hasard. On peut avoir des familles, moi ma famille s'intéresse à l'eau, peut-être qu'elle s'intéresse à l'eau. Simplement, je constate que les orientations qui ont été prises dans les collectivités où elles se trouvent, c'est peut-être un hasard, mais c'est toujours le même choix. Et là aussi, ce qui se passe en ce moment, dans le choix, c'est la même direction. On ne le sait pas encore officiellement. Mais suite aux réunions qu'a organisé le collectif associatif, présidé par Emmanuel Bouchnard,
Eh bien, déjà, mardi dernier, dans une réunion du conseil communautaire, le président et puis d'autres élus sont venus le voir en disant « c'est pas bien ce que vous faites, on ne vous soutient pas ». Vous êtes évidemment, comme je le répète, responsable de vos propos, parce que certes, vous parlez de constat, mais c'est une accusation grave. Bah, c'est une accusation, si on le prend comme tel. Ad nominem. Bah, moi, je trouve que c'est quand même peut-être un hasard, mais si vous voulez, le hasard que je trouve ici, je le trouve un peu partout en France. Alors, on peut être amoureux ou fidèle, comme Gérard Collomb, qui est ministre, et qui a un contrat avec la Générale des Eaux qu'il a reconduit en 2015, donc avant d'être ministre, un contrat qui appartient à la Générale des Eaux depuis 1853. Moi, j'ai divorcé, donc ça m'intéresse pour ma propre vie de savoir quelles sont les raisons de cette fidélité. Et quand je vois que le maillot de football, le sponsor principal de l'équipe de foot de Lyon, c'est Veolia, je me dis, mais qui c'est qui paye ce sponsoring? Ça serait peut-être la facture de l'eau des usagers de la communauté urbaine de Lyon. Et ce constat, je le fais à Toulouse, je le fais à Lille, je le fais à Marseille, je le fais à Nice, sauf qu'à Nice. Monsieur Estrosi a dit stop. On a tout remunicipalisé, l'agglomération niçoise, au niveau de la gestion de l'eau et de l'assainissement, comme la ville de Paris. Donc c'est possible. Madame Aubry, à Lille, n'a pas fait tout à fait ce choix-là. À Marseille, on n'a pas fait ce choix-là avec Monsieur Gaudin. Chacun peut faire son choix. Moi, ce que je reproche, c'est que ces gens-là qui délèguent un peu par facilité, ils ne délèguent pas leur indemnité, hein, ils délèguent leur service public. Moi, je constate qu'en termes d'intérêt général, le prix, il n'est pas à la hauteur, il est beaucoup plus cher, que les performances techniques en termes de fuite et en termes de renouvellement des réseaux, et c'est important, n'est pas au rendez-vous, et que je me base également sur les rapports des chambres régionales des comptes, de la Cour des comptes, des enquêtes de l'UFC Que Choisir, des années 2005 à 2008, qui montrent que les marges de ces sociétés ne sont pas celles qu'ils disent de 3 à 5%, mais qui varient entre 20 et 50%. Et quand on a des contrats en Île-de-France ou à Antibes, où ça date depuis 1880, je me dis, la concurrence loyale qui permet justement d'avoir une régulation des prix n'existe pas. D'ailleurs, ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'on a une instance de régulation pour l'électricité, mais pas pour l'eau. C'est le seul secteur où le service public de l'eau est local, et je pense que c'est une bonne chose, mais il n'y a pas d'instance nationale de régulation. Quand on voit les différences de prix, les différences de rendement, donc des fuites, les différences de renouvellement de réseau, et en même temps des élus qui sont de près ou de loin liés à ces entreprises, parce qu'il y a eu un film, enfin il y a plusieurs films, mais le film dont je vais vous parler, c'est Water Makes Money, qui est passé sur Arte dans les années 2010, montre que des grands élus, mais des grands, viennent de l'entreprise, passent en politique, puis reviennent, ce qu'on appelle le pantouflage. Ou quand, par exemple, le fils de M. de Villepin, la fille de M. Borloo... On dépasse le cadre régional qui nous intéresse. D'accord, mais si vous voulez, par rapport à la question que vous me posez, par rapport au fait que je laisse entendre qu'il y a peut-être des élus qui apprécient ces multinationales peut-être plus que normalement. Ouais. Eh bien, c'est tous ces constats qui m'ont fait, dans l'entreprise, au vu des événements, des éléments techniques, financiers et comptables, pourquoi ces élus renouvellent toujours au même, pendant très longtemps, ces contrats à ces sociétés. Et qu'à Tours, on a conservé, que M. Philippe Briand, qui est de droite, qui est président de gauche, de la métropole, à Saint-Cyr, est en régie. Donc des communes qui sont dans la Touraine nord-ouest, qui ont la même sensibilité politique, ne font pas le même choix. Donc, vous voyez, ce n'est pas un problème. On comprend en tout cas que... Il y a des problèmes de transparence, d'opacité. Voilà. On comprend que la transparence vous est chère, que l'opacité, ça vous repousse. On comprend que vous êtes un homme en colère et qui cherche, qui a pris son bâton de pèlerin, qui fait le tour de France. Et que je réponds toujours à ceux qui me viennent me demander. Comme c'est le cas actuellement dans le nord-ouest du département. Et ça déplaît aux élus. Mais pas seulement que je vienne, mais qu'une association locale pose ces questions avant que la décision soit prise. Merci Jean-Luc Touly. Ben, merci à vous. On y voit plus aujourd'hui sur vos activités de pèlerins partout en France. Et puis on se pose également la question de ce qui va se passer dans ce fameux nord-ouest du département. Et si vous me permettez, j'aurais une dernière phrase. C'est que le combat pour l'eau n'est pas forcément la lutte du pot de terre contre le pot de vin. Il a de l'humour en plus.